Si nous entrons maintenant dans les enseignements, aujourd'hui, aucun enseignant, aucun professeur ne peut dire que quand il doit franchir le seuil de l'auditoire, il est libre de sa pensée. Aucun. On lui monte un dossier comme ça, on dit qu'il aurait, je mets au conditionnel, soulevé les étudiants, et donc voilà, allez, suspendu. Et sa suspension pour jusqu'aujourd'hui, où nous parlons, nous sommes en 2026, suspendu. Il ne preste pas. Il n'est pas révoqué, rien du tout, il est suspendu. J'ai pensé initier une proposition de loi que j'intitule, dont déjà j'ai trouvé un député qui doit l'endosser pour l'amener jusqu'à l'hémicycle. Riche de plus de 15 ans d'expérience et de savoir-faire dans le domaine universitaire, le professeur Kalenge Yamukena Yantumbi a été notre invité spécial, un invité de marque qui nous a rejoints sur le plateau de Jeunes épanouis, mais pas pour parler de son expérience en tant que professeur, mais pour parler de sa nouvelle initiative qui est celle d'avoir osé proposer une loi. N'est-ce pas notre objectif suprême? N'est-ce pas notre but final? Celui de quitter cette terre et ce monde un peu mieux que l'on ne l'a trouvé. Voilà qu'une initiative citoyenne a été faite et nous n'avons pas pu passer sous silence cette action. Le professeur Kalenge Yamukena Yantumbi se livre du haut de son savoir-faire sur cette initiative citoyenne. Ça va très très bien, très très bien. Merci beaucoup, merci infiniment pour l'opportunité que vous me donnez de devoir parler, expliquer à la face du public, de ceux qui vous suivent, euh, la quintessence de l'initiative que je porte. En fait, ayant observé les fonctionnements de l'univers académique dans notre pays, j'ai trouvé qu'il y avait quelques failles dans l'arsenal législatif de notre pays concernant l'université et le fonctionnement de l'université. Et surtout, étant donné que les faits précèdent la loi, il y a des faits qui ne trouvent pas très bien d'articulation dans la loi et qu'il faudrait maintenant ramener dans l'espace législatif. Alors du coup, j'ai pensé initier une proposition de loi que j'intitule Loi portant principes fondamentaux d'indépendance universitaire, d'autonomie institutionnelle et liberté académiques. Voilà plus ou moins l'intitulé de la loi, en fait, du projet de loi que j'ai initié, dont déjà j'ai trouvé un député qui doit l'endosser pour l'amener jusqu'à l'hémicycle, si possible, pour qu'elle soit débattue par les élus. Il y a bien des faits, bien des faits. Je vais rester dans les faits, et non pas dans les spéculations. Les faits. Aujourd'hui, l'université dans notre pays n'est pas totalement indépendante. Elle est devenue presque la succursale des jeux des politiques. La loi, notamment la loi cadre de l'enseignement national, dit simplement ceci, que l'université est apolitique. Mais cette loi n'accompagne pas de cet apolitisme des mesures contraignantes. Ce qui fait que, du coup, les politiques trouvent dans l'université un terrain de jeu. Tout politique qui a besoin de se faire un peu de notoriété va devoir utiliser sa parcelle de pouvoir pour rameuter des troupes parmi les masses universitaires. Premier fait. Deuxième fait, la loi dit ceci, que les responsables des universités et des instituts supérieurs de notre pays, en tout cas les établissements publics,
Les responsables, les dirigeants doivent être élus par leur pairs. La loi dit clairement cela. Mais tous les ministres qui se succèdent depuis lors sursoient cette mesure, font comme si ils ne sont pas au courant. Et chaque ministre qui vient, c'est l'occasion pour lui de caser ses proches. Donc, ils utilisent le pouvoir qu'ils ont pour instrumentaliser la gestion en nommant leurs proches, des gens qui leur sont fidèles, qui travaillent à leurs intérêts et non pas à l'intérêt de l'épanouissement de l'université. C'est ainsi que dans le même pays où vous avez des établissements privés qui naissent, parfois à partir de rien, qui en quelques mois finissent, disons en quelques années, parviennent à bâtir des, 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 des monuments. On en a dans la ville, ici à Lubumbashi, des universités privées qui sont nées en quelques années. C'est des grands symboles de l'enseignement universitaire aujourd'hui des privés, sans financement de l'État. Sans financement de l'État. Avec les maigres moyens, ces privés parviennent à bâtir des monuments. Là où les établissements publics, qui comptent des milliers d'étudiants, plus que les privés, en plusieurs décennies, n'arrivent pas à se construire. Parce que justement, les dirigeants, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'argent qu'ils peuvent réunir, qu'ils peuvent mobiliser au sein des établissements, ils renvoient à ceux qui les ont nommés. D'ailleurs, c'est même officialisé. Il y a ce qu'on appelle les quotités. Les quotités, c'est quoi? C'est que l'argent que chaque étudiant paye, il y a une part qui sert au fonctionnement des établissements, mais une bonne part remonte au ministère. Ça s'appelle quotité. Vous avez au cabinet du ministre une part, vous avez au secrétariat général une part, vous avez à la commission permanente des études une part, vous avez au conseil d'administration une part, vous avez même au fonds de promotion de l'éducation nationale. C'est un fonds qui est censé financer l'éducation. Ça veut dire financer les établissements. Mais ce sont plutôt ces établissements qui financent ces fonds. Vous voyez, nous sommes dans un monde à l'envers. Et donc, du coup, les universités ne sont pas libres. Là, je ne parle d'abord que du fonctionnement. Si nous entrons maintenant dans les enseignements, aujourd'hui, aucun enseignant, aucun professeur ne peut dire que quand il doit franchir le seuil de l'auditoire, il est libre de sa pensée. Aucun. Aucun. Si nous sommes honnêtes, chacun va vous avouer qu'il y a comme un climat général d'autocensure généralisée. Parce qu'aujourd'hui, quand vous entrez dans l'auditoire, vous vous dites, est-ce que ce que je veux dire ici, ça ne va pas m'attirer des ennuis? Est-ce qu'il n'y aura pas un étudiant malin ou même un infiltré? Vous savez, les universités aujourd'hui sont des universités passoires. D'autant plus que même les cartes d'étudiants, pour les délivrer, il faut que Kinshasa les délivre. Et chaque étudiant, vous savez combien ça coûte? C'est 10 dollars par étudiant pour la carte d'étudiant. 10 dollars fois des milliers d'étudiants qu'il y a dans la République. Cet argent doit être envoyé à Kinshasa. C'est Kinshasa qui doit, le ministère qui doit vous délivrer les cartes. Et ces cartes ne viennent jamais. Ça fait autant d'années. Les établissements payent les cartes qui ne sont jamais délivrées. Et donc, du coup, vous avez des établissements qui ont des étudiants non identifiables parce qu'il n'y a pas de cartes d'étudiants. Et donc, tout le monde peut s'infiltrer dans l'auditoire et vous ne savez pas qui est dans l'auditoire. Est-ce que c'est un étudiant ou même des agents des renseignements qui peuvent s'infiltrer et être là pour voir qu'est-ce que disent les enseignants? Et donc, aujourd'hui, quand un professeur entre dans l'auditoire, il n'est pas libre de sa conscience. Il y a un climat d'autocensure généralisé. Et donc, du coup, vous dites, vous ne savez pas qui va enregistrer ce que je veux dire, qui va les amener où, qui peut les tirer de ce contexte. Et demain, ça peut m'être opposable, on peut vous traîner devant des services, vous traquer pour avoir exercé votre métier. Est-ce que l'enseignement est libre dans ce contexte? Est-ce que dans ce contexte, on peut dire qu'on a une université qui peut produire la pensée? Il n'y a de pensée que dans la liberté. Il n'est de liberté que garantie par la loi. Voilà pourquoi je propose que la loi garantisse la liberté de pensée de l'université.
Il y en a plein. Il y en a plein dans la loi. N'oubliez pas que j'ai accumulé 8 ans comme directeur de cabinet dans un établissement public. Le deuxième établissement public de la ville de Lubumbashi en termes d'ancienneté, en termes d'importance, d'infrastructure, en termes de nombre de personnel. Et donc, j'ai observé à mes fonctions de directeur de cabinet, c'était une fonction privilégiée pour avoir une vision panoramique du fonctionnement des universités, en tout cas des établissements publics. Les choses dont je parle, c'est des choses que je connais de l'intérieur. Aujourd'hui, par exemple, un étudiant victime, victime de quelque malversation que ce soit, s'il se met à dénoncer, c'est à ses risques et périls. C'est à ses risques et périls. Aucun texte officiel ne lui garantit une certaine protection. Et du coup, dans la loi, j'introduis ce que j'appelle le statut du lanceur d'alerte académique. Lanceur d'alerte académique, ça peut être un étudiant, ça peut être un ouvrier de l'université, ça peut être un administratif, ça peut être un enseignant, ça peut même être un membre des organes dirigeants des universités ou des établissements, témoin ou victime d'un méfait quelconque qui se constitue comme lanceur d'alerte pour dénoncer. Une telle personne doit bénéficier d'une protection légale clairement affirmée. J'introduis dans cette loi, donc dans cette proposition de loi, la notion ou les statuts de lanceur d'alerte académique. Avec ces statuts, l'étudiant est sécurisé. Quand il a vu un méfait, quand il est témoin d'un méfait ou victime d'un méfait, quand il est au courant de quelque chose qui ne va pas, il pourra dénoncer et être sûr qu'il est protégé par la loi et que rien ne lui sera fait. Parce qu'aujourd'hui, si un étudiant le fait, on peut lui donner raison sur le coup, sur l'instant, ou même on peut lui donner tort, mais le fait déjà qu'il aura osé, les gens, le système, ce que j'appelle système, quelque part, les gens vont coaliser et dire, il s'est quoi malin, hein? On l'attend au tournant. Hein? J'ai vu des étudiants manquer leur cursus parce que simplement, ils ont eu le courage de pointer le mal là où il fallait le pointer. Et du coup, certains ont même abandonné les études. Parce que justement, il n'y a pas des textes qui protègent ces genres d'étudiants courageux ou ces genres d'agents courageux. On a vu, je connais des agents qui, pour avoir tenté de défendre les libertés académiques, se sont retrouvés soit suspendus, soit persécutés, soit même radiés. À l'UPN, Université pédagogique nationale à Kinshasa, un collègue professeur, syndicaliste de son État. Aujourd'hui, nous parlons, il est radié, ça fait une année, radié pour avoir exercé ses fonctions de syndicaliste. Moi, je considère qu'il a tenté de défendre les libertés académiques. Radié, professeur d'université. Bien sûr, on lui a trouvé des motifs en disant qu'il aurait triché pour se faire nommer professeur. Mais c'est farfelu, parce que pour passer professeur, non seulement les dossiers traités par le département comme instance de base, c'est traité par la faculté, c'est traité par le comité de gestion, c'est traité par le conseil de l'institut, c'est traité par le conseil d'administration, c'est traité au cabinet du ministre avant que le ministre ne signe. Tout ce beau monde-là, personne n'a été sanctionné à aucune de ces instances, sauf lui, le requérant. Est-ce qu'il s'est octroyé le grade de professeur? Non. Et puis, le timing dans lequel on l'a suspendu, il avait participé au déclenchement du mot d'ordre de grève. Et vous savez ce que c'est, la grève dans les milieux universitaires. Et donc, ça a secoué les autorités de l'ESU qui se sont sentis menacés dans leur fauteuil, dans leur strapontin. Eh bien, ils ont laissé passer simplement la tempête de la grève. Et le moment qui suivait, dans les temps voisins, comme on dit, eh bien, on a ressuscité ce dossier, on l'a radié. Et jusqu'aujourd'hui, radié. Et personne, même pas ses collègues syndicalistes, personne ne vient à sa rescousse, personne ne prend son cas. Quand j'en parle, je sais ce que ça peut me valoir, mais je continue à considérer que le professeur de l'UPEN qui a été radié il y a une année, il
il a été victime d'une mesure de rétorsion pour avoir défendu les libertés académiques. Et aujourd'hui, dans l'arsenal législatif, il n'y a aucun texte qui les protège. Voilà pourquoi je propose cette initiative Et pour, voilà. pour permettre de protéger les libertés académiques. Parce que justement, c'est des cas comme ça qui portent entorse aux libertés académiques. C'est vrai, les dispositions de la loi existante disent oui, l'enseignement est libre et tout ça. Très bien. Mais qu'est-ce qu'on met comme contenu juridique dans la notion de libre? Les libertés académiques, c'est quoi? Dans les textes législatifs, c'est mieux sur la question des libertés académiques. Alors, dans ma proposition de loi, je donne un contenu juridique consistant à la notion de liberté académique. Je peux encore aller plus loin. Donc, notion de libertés académiques, notion d'immunité fonctionnelle pour les professeurs. Ça veut dire, j'ai déjà parlé de notion de lanceur d'alerte, je viens de parler des libertés académiques, je vais donc aborder la question d'immunité fonctionnelle. Ça veut dire que lorsqu'un prof entre dans l'auditoire, tout ce qu'il va dire en rapport avec son domaine de spécialité, donc en rapport avec le cours, il ne peut pas être poursuivi pour ça. Tout ce qu'il va publier dans ses articles, tout ce qu'il va dire dans les conférences, c'est couvert par une certaine immunité. Autant que les députés. Lorsque quelqu'un, qu'il soit lettré ou pas, lorsqu'il est élu et qu'il entre à l'hémicycle, qu'il soit universitaire ou pas, sa parole est couverte par l'immunité parlementaire. De la même manière qu'un juriste, dès lors qu'il quitte l'auditoire diplômé et qu'il prête serment au barreau, sa parole au prétoire est couverte par l'immunité. De la même manière, je réclame l'immunité fonctionnelle pour le professeur, parce qu'il n'est pas de pensée libre sans réelle liberté. Or, la liberté doit être garantie par la loi. Dès qu'on sait que ce que je veux dire ne m'attirera pas des ennuis, on réfléchit de manière libre et indépendante. Toutes les sociétés qui avancent, c'est des sociétés qui ont laissé l'université loin des pugilats politiques. Or, dans notre pays, on a l'impression que l'université devient le lieu du pugilat politique. Et c'est pour préserver les interférences externes à l'université que je propose, entre autres, cette loi. Et donc, il y a ça. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, vous enseignez le cours, par exemple, dans les sciences de l'information et de la communication. Vous enseignez le cours de tableau de la presse ou de questions d'actualité. Prenons questions d'actualité dans les domaines des sciences de l'information et de la communication. Est-ce que vous allez analyser librement les questions d'actualité? Vous prenez les discours d'un politicien, vous vous mettez dans l'auditoire, vous traitez les questions d'actualité librement. C'est impossible. Impossible parce que vous vous dites, qui est dans l'auditoire, qui va enregistrer ce que je vais dire, qui va l'amener chez tel et dire, voici ce que le prof a dit. Ça peut vous attirer des ennuis. Et déjà, du coup, vous-même, vous vous autocensurez. C'est assez inquiétant pour moi. C'est inquiétant. Vous enseignez, à la faculté des lettres, les cours comme l'analyse du discours. Et est-ce que vous allez prendre un discours d'un acteur politique dans notre pays et l'analyser en toute tranquillité, en âme et conscience? Non. Vous allez vous autocensurer. Et pour éviter, vous allez préférer prendre des discours des acteurs étrangers. Donc, du coup, vous avez un enseignement qui est presque décontextualisé. Vous parlez de ce qui se passe en France, aux États-Unis, ailleurs. Vous évitez d'évoquer des problèmes du pays ou des discours tirés du pays parce que vous craignez que ça vous attire des ennuis. Est-ce que là, vous avez une pensée libre? Et donc, une question, donc une innovation, la question de l'immunité fonctionnelle. Attention, l'immunité ne veut pas dire diffamation. L'immunité ne doit pas couvrir des questions de diffamation ou des délits des droits communs. Les professeurs ne doivent pas se retirer derrière l'immunité pour verser dans la diffamation. Vous versez dans la diffamation, la loi s'occupe de vous. Mais tant que vous restez dans votre science et que vous traitez des questions de science, même si vous analysez les propos des politiciens, fût-il le plus élevé de toute la République ou de toute l'Afrique ou de toute l'humanité, vous êtes couvert par l'immunité fonctionnelle. Voilà ce que je réclame
pour l'université. C'est pour permettre à la pensée d'être assez libre au sein de l'université. Vous touchez le cœur battant de la proposition, entre autres. Et le Conseil national des libertés académiques, aujourd'hui, il manque un organe qui protège réellement les libertés. Il y a les conseils d'administration par secteur. Vous avez les conseils d'administration des ISP, vous avez les conseils d'administration des IST, des instituts supérieurs techniques et artistiques, et vous avez le conseil d'administration des universités. Mais ces conseils d'administration fonctionnent maintenant comme des clubs d'amis des chefs d'établissement. Ça ne protège plus les agents. Je vais vous surprendre. Aujourd'hui, là, un agent, pour obtenir sa promotion, il doit payer pour ça. Payer. Ce sont les conseils d'administration qui ont décidé comme ça. Quelqu'un écrit, il dit, bon, maintenant, vous voulez avoir votre grade, il faut soumettre non seulement le dossier, mais vous devez aussi payer. Est-ce que c'est normal? Je laisse ça. Alors, du coup, le fonctionnement même des conseils d'administration devient comme des organes qui sont un peu, bon, très laxistes envers les chefs d'établissement, parce que c'est les chefs d'établissement qui sont pourvoyeurs de moyens de fonctionnement des conseils d'administration. Effectivement, le gouvernement ne finance pas les conseils d'administration des universités. Alors, du coup, en tout cas, où il finance vraiment de manière, modique, les simples salaires. Mais les frais de fonctionnement, non. Du coup, les conseils d'administration, pour tourner au quotidien, ils doivent trouver les moyens de leur fonctionnement dans les universités. Ce qui fait qu'ils ménagent plus ou moins les chefs d'établissement, les comités de gestion qui sont pourvoyeurs de leurs moyens d'existence, de fonctionnement. Il manque aujourd'hui un organe pour protéger réellement les libertés académiques. Alors du coup, je propose la création de cet organe qui s'appellerait Conseil national des libertés académiques. Ce serait un organe de veille pour protéger réellement les libertés académiques. Je vais vous évoquer un cas. Aujourd'hui, j'ai parlé déjà du professeur de l'UPEN qui a été radié. Il ne peut plus recourir au conseil d'administration parce que le conseil d'administration ne peut pas le blanchir. Le conseil d'administration est partie prenante au litige. Et donc, du coup, le conseil d'administration devient juge et partie. Pour un autre organe extérieur, le Conseil national des libertés académiques, là-bas, trancherait plus ou moins, donnerait des suggestions, jugerait de manière indépendante ces cas. Il y a un autre cas, ici à Lubumbashi, un chef de travaux, je ne cite pas son nom, je ne cite même pas son établissement, mathématicien de son état. C'est parmi les rares meilleurs mathématiciens que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Depuis 2014 ou 2015, on lui monte un dossier comme ça, on dit qu'il aurait, je mets au conditionnel, soulevé les étudiants, et donc voilà, allez, suspendu. Et sa suspension court jusqu'aujourd'hui où nous parlons, nous sommes en 2026, suspendu. Il ne preste pas. Il n'est pas révoqué, rien du tout, il est suspendu. Même pas transféré. Les délégués des étudiants, de l'année où les étudiants se sont soulevés, les délégués qui avaient été le meneur des étudiants soulevés, ces délégués-là a fini les études, il a même été engagé dans le même établissement, il est même devenu agent. Mais l'agent pour qui on a dit qu'il aurait soulevé les étudiants, lui, est suspendu, ça court des années. De 2014-2015, nous sommes en 2026. Vous voyez? Et le conseil d'administration devient partie au litige dans ces dossiers dont je parle. Le conseil d'administration devient partie au litige. Il n'y a pas un organe pour trancher. C'est assez complexe. Messieurs, donc, se retrouve là avec une carrière brisée, une vie brisée, et derrière une vie, il y a des dépendants. C'est un père de famille. Vous voyez ce que ça fait? Et donc, je propose ces genres de choses pour aller au doctorat. Aujourd'hui, tous ceux qui deviennent personnel politique trouvent que c'est l'occasion de se faire octroyer des thèses sur mesure, des doctorats sur mesure, sans piétiner dans les auditoires, sans suivre un seul séminaire, sans même mener les recherches,
Bon, quelqu'un va écrire pour lui, il va lui donner un texte, quelqu'un, voilà, vous apprenez que X ministre, X député, X conseiller de ministre, X sénateur, X mandataire, eh bien, X haut commandant, haut gradé, voilà, va défendre une thèse. Alors, j'introduis dans la loi la notion du principe de disponibilité. Et en face, la notion d'incompatibilité. De sorte que certaines fonctions hautes élevées, eh bien, soient incompatibles avec ça. Comme ça suspend les délais. Ou on fait la thèse, alors on démissionne, ou alors on accomplit son mandat, et alors les délais de thèse sont suspendus. On reviendra à la thèse quand on aura vraiment fini sa charge d'État. Voilà, c'est des initiatives comme ça, c'est des innovations comme ça que j'ai introduites dans la loi pour dignifier les doctorats et pour permettre aussi l'équité avec les autres doctorants lambda. S'il arrive que cette proposition de loi est adoptée, cette proposition de loi, les mesures que je propose, remet l'étudiant dans ses droits, dans sa dignité, garantit une certaine quiétude. Aujourd'hui, par exemple, un étudiant peut s'imposer à un jury. Dès que vous avez vu que le jury est là, vous ne pouvez pas dire non, tout ça, même si vous avez un contentieux avec le professeur. Et donc, du coup, j'introduis la question de la notion de conflit d'intérêts. C'est pour permettre que si un étudiant sait que tel membre du jury, il y a eu un antécédent, il peut les récuser et le membre est censé se déporter. La notion du déport. Vous êtes juriste, et voilà. Donc, le membre du jury est censé se déporter. Parce qu'aujourd'hui, les enseignants, certains collègues, dès qu'ils ont des problèmes avec un étudiant, ils se disent, je l'attends au tournant. Eh bien, il rôde, il va au département pour se faire programmer dans le jury de l'étudiant pour le coincer. Qu'il s'agisse des étudiants en licence, en master et même à la thèse. D'ailleurs, c'est pire en thèse. Vous avez des gens qui se battent pour être dans le jury de thèse de quelqu'un parce qu'il veut couler les candidats. Ou même dans le comité d'encadrement parce qu'il veut retarder l'avancement du candidat. Et donc, la proposition de loi contient des mesures qui, particulièrement pour les étudiants, leur donnent certaines garanties qui leur permettent d'avancer sans beaucoup d'inquiétude. Voilà pourquoi j'appelle la communauté universitaire, à commencer par les étudiants, les collègues professeurs, les ouvriers, les administratifs, à apporter un soutien assez essentiel à cette proposition de loi, à en parler dans leur milieu où ils sont, à en parler à leurs frères et sœurs qui sont députés, à leurs oncles et tantes qui sont députés et sénateurs. Dès qu'elle aboutit, elle permettra à la RDC d'avoir une université digne, une université qu'elle mérite. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous et à très bientôt, professeur. Merci beaucoup.